Comme le dirait Rogue, je pourrais vous apprendre à mettre la gloire en bouteille, à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon si vous étiez autre chose qu'une de ces bandes de cornichons à qui je dispense habituellement mes cours. Sorcier, sorcière, étudiant en magie, bonsoir. Que vous l'aimiez, le détestiez ou un peu des deux, une chose est sûre, Severus Rogue a joué un rôle crucial dans la saga. Ce personnage est d'une complexité sans nom. D'ailleurs, sa créatrice dira de lui qu'il est tout gris, car on ne peut pas faire de lui un saint, au vu de son comportement vindicatif et intimidant, et on ne peut pas faire de lui non plus un démon, car il est mort pour sauver le monde des sorciers. J'espère que vous êtes correctement installés. Si vous avez pris de quoi grignoter, vérifiez que personne n'y ait glissé un poison. Vous savez bien que c'est vite arrivé, surtout dans une délicieuse bouteille d'hydromel. Nous allons passer un merveilleux moment ensemble, vous allez voir. C'est parti pour découvrir ou redécouvrir les petits secrets d'un des personnages les plus controversés de la saga. J'ai nommé Severus Rogue. Mais avant de continuer, vous savez ce que vous avez à faire. Un bien joli expecto patro-like. Je ne vous conte pas des anecdotes sur le monde des sorciers sans un peu de protection. C'est donnant-donnant. Et puis si vous portez la chaîne dans votre cœur, n'oubliez pas de la partager, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Je ne pouvais pas commencer cet épisode sans vous raconter cette petite anecdote plutôt originale. Vous vous êtes probablement toujours demandé ce que pouvait sentir Rogue. Ah non? Sérieux? Ça ne fait rien. J'ai quand même la réponse. Sa chère créatrice a révélé que Rogue sentait l'amertume et les vieilles chaussures. C'est vrai que ce n'est pas aussi attrayant que de l'huile d'argan ou encore de l'huile de coco, mais il faut bien avouer que pour quelqu'un qui passe la majorité de ses journées dans les cachots d'un très vieux château, c'est assez cohérent au final. Maintenant que vous ne savez absolument pas quoi faire de cette information, passons à autre chose. Le titre que Severus Rogue s'est auto-décerné. Si vous n'avez pas lu le tome 6, eh bien je suis vraiment désolée pour vous, mais vous avez loupé une grosse partie des informations. Et je pense sincèrement qu'il est temps d'y remédier. Décortiquons ensemble pourquoi un prince de sang mêlé. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Sang mêlé, eh bien parce que c'est un sang mêlé. Ça, j'imagine que vous n'aviez pas besoin de moi pour le comprendre. Son père Tobias est un moldu, sa mère Eileen est une sorcière, et leur progéniture, Severus, est forcément un sang mêlé. Fin de l'histoire. Et le prince alors? Pourquoi un prince? Tout simplement parce qu'il s'agissait du nom de jeune fille de sa maman, Eileen Prince, ou Eileen Prince en français. Et Severus Rogue était très fier de la lignée de sang pur de sa mère comparée à celle de son moldu de père. Ce titre, à mi-chemin entre la fierté de son sang pur du côté maternel et l'acceptation d'être un sang mêlé, est le reflet assez conflictuel de sa propre personne. Vous ne trouvez pas? Je dois maintenant vous parler du manuel, parce que je ne peux pas vous parler du prince de sang mêlé sans vous parler du manuel avancé de préparation de potions qui lui appartenait. Et pourquoi ça? Parce qu'il est bourré d'informations qui pourraient nous aider à mieux comprendre le personnage de Severus Rogue évidemment. Rogue visait l'excellence, surtout en potions. Et vous le savez, il n'en attendait pas moins de ses élèves. Pas de mention optimale, pas de poursuite du cours de potions pour les aspics. C'était la règle avec le professeur Rogue. Si je vous dis cela, c'est parce qu'on retrouve cette volonté d'excellence dès sa jeunesse, et notamment dans son livre de potions. Le fait de contester les consignes du manuel, comme le fait d'écraser avec le plat de la lame la fève sopophorique au lieu de la couper, met en évidence que Rogue n'avait pas peur de prendre des initiatives et de tester d'autres possibilités pour devenir meilleur. Il faut bien avouer qu'il l'a mérité son titre de maître de potions. En parlant de maître de potions, on peut exceller et avoir la flemme. Si je vous assure. Et Rogue le démontre bien, avec la consigne toute simple de juste pousser un bézoard dans la gorge d'une personne empoisonnée. Après tout, pourquoi se fatiguer à brasser quelque chose d'aussi compliqué qu'un antidote, alors que vous pouvez juste insérer un bézoard dans la gorge de la victime pour sauver la situation? Simple, efficace, sans prise de tête. Merci, prince de sang mêlé. Dans ce manuel, vous l'aurez compris, Rogue écrit beaucoup de choses, principalement pour exceller et se simplifier la tâche. Mais ce n'est pas tout, il crée également des sorts. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où Rogue était étudiant, les maraudeurs se faisaient un malin plaisir de le persécuter. Il fallait donc qu'il puisse se défendre et impressionner Lily au passage. Et puisque c'est un petit malin, autant utiliser toutes ses connaissances afin de créer des sorts. Dans ses créations, nous retrouvons notamment le bloc-langue, qui, comme vous l'aurez compris, colle la langue de la victime à son palais pour l'empêcher de parler. Le sort Assurdiato qui vous donne des acouphènes. Ce sort remplit vos oreilles d'un bourdonnement non identifiable. Le but étant au lanceur du sort de pouvoir parler librement sans être entendu. Ce qui, entre nous, doit être bien pratique quand on est un agent double. Le sortilège d'agrandissement des ongles de pied, non je ne rigole pas. Rogue a vraiment créé un maléfice qui fait pousser vos ongles de pied à une vitesse alarmante. Mais également le sort de Levi Corpus, le fameux sort qui vous suspend par les chevilles. Il a d'ailleurs connu un certain succès et est devenu avec le temps un incontournable pour les blagues douteuses et les intentions malveillantes. Nous pouvons notamment le constater lors de la Coupe du Monde de Quidditch. Les Mangemorts l'utilisaient pour torturer les moldus
propriétaire du terrain de camping. Et puis, James Potter s'en est également servi contre Rogue, le créateur du sort. C'est assez ironique quand on y pense. On comprend mieux pourquoi Rogue inventa le contre-sort Libera Corpus. En parlant de Potter, vous le savez, dans la famille Potter, on aime utiliser les sorts inventés par Severus Rogue. Et je pense que vous comprenez totalement où je veux en venir. Nous allons parler du dernier sort, et pas des moindres, le Sectum Sempra. Ce sort permet littéralement, tel un coup d'épée, de taillader une personne, vidant très rapidement de son sang le malheureux qui a subi le maléfice. Vous sentez qu'on frôle la magie noire là ? Enfin, à ce niveau-là, on ne la frôle plus. C'est de la magie noire. Hermione avait raison des années plus tard de se demander qui pouvait bien consacrer son temps et son énergie à créer de tels sorts, parce qu'on peut se l'avouer, ils sont assez effrayants. Le manuel de potions met en évidence un élève brillant, mais ce qu'il révèle également, c'est à quel point notre prince de sang mêlé a changé, passant de l'élève intelligent cherchant à se défendre de ses persécuteurs et à impressionner Lily, à l'élève intelligent flirtant avec la magie noire et devenant peu à peu malveillant. À force de semer la magie noire, on récolte le Seigneur des Ténèbres. C'est un fait. Severus Rogue décide durant la première guerre des sorciers de s'enrôler chez les Mange-Morts. Ça aurait été plus facile que ça s'arrête là et qu'on le déteste tous. Mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas ? Et je vous l'ai dit, Rogue est tout gris. Il regrette et rejoint l'équipe de Dumbledore. C'est de cette manière que Poudlard gagna son plus jeune professeur et directeur de maison. Rogue est nommé alors maître des potions à seulement 21 ans et reçoit quelque temps plus tard le titre de directeur de maison de Serpentard quand Horace Slughorn prend sa retraite. Et 16 ans plus tard, Rogue deviendra également le plus jeune directeur de Poudlard après la mort de notre cher Albus Dumbledore. Ce qu'il faut bien dire est assez impressionnant. Joli CV, Rogue. Et vous savez ce qu'il peut rajouter à son CV ? Qu'il sait voler. Ouais, c'est dingue. Mais pas transplaner. Voler comme un hibou, quoi. Ou comme un dragon. On va dire un dragon. C'est plus spectaculaire. Vous allez dire, ouais, mais le transplanage des Mange-Morts, c'est quand même vachement plus incroyable que de voler comme un hibou. Alors d'abord, j'ai dit un dragon. Rogue vole comme un dragon, ok ? Et puis les films ont donné cette capacité de transplanage stylisé à tous les Mange-Morts. C'est impressionnant ? Je suis d'accord. Mais ce n'est qu'un mensonge. Dans les livres, soit tu transplanes et tu popes du néant, et tu vas d'un point A à un point B, soit tu utilises un balai, un objet moldu trafiqué comme la moto de Sirius ou la voiture d'Arthur, ou encore un animal genre Sombral. Les seules personnes capables de voler et de s'entourer d'une brume vaporeuse, c'est le Seigneur des Ténèbres et Severus Rogue. Et je dois vous avouer que c'est un avantage considérable pour attaquer, parce que quand tu transplanes, tu ne peux pas lancer de sort. À part si tu es super doué et que tu arrives à lancer un sort à la seconde où tu arrives ou pars d'un lieu. Et lancer un sort sur un balai, c'est faisable. Mais tu dois bien t'accrocher. Maintenant, je ne sais pas si Rogue volait ou était sur un balai lorsqu'il a arraché l'oreille de George. Parce que je n'ai pas la moindre idée de quand Rogue a appris à voler et que ce n'est pas précisé dans le livre. Ce qui est rigolo, c'est qu'à partir de maintenant, je vais avoir deux camps. Les lecteurs qui réfléchissent à l'attaque avec ou sans balai et ceux qui n'ont vu que les films qui frôlent en ce moment même la crise cardiaque. Allez, je vous remets en contexte. Nous sommes dans le chapitre 5 du dernier tome de la saga. Rémus Lupin ramène au terrier un George Weasley ensanglanté avec un morceau en moins. Son oreille vient d'être sectionnée par Maléfice et laisse place à un trou béant. Si vous commencez à avoir la nausée, c'est normal, et attendez la suite. Rémus révèle qu'il a vu Severus Rogue jeter le Maléfice, car dans le feu de l'action, Rogue perd sa capuche de mange-mort, révélant alors son visage. Ça, c'est ballot. Et en plus de ça, Rogue n'a pas utilisé n'importe quel maléfice. Il a utilisé son maléfice, le Sectum Sempra. Lupin le sait très bien et dira même que c'est le maléfice signature de Rogue. Alors oui, c'est horrible. Mais pour la défense de Rogue, il ne l'a pas fait exprès. En gros, il s'est loupé. En tant qu'agent double, il se trouvait bien du côté des Mange-Morts, mais tentait discrètement d'aider l'Ordre du Phénix. Le Sectum Sempra lancé était destiné à la main d'un Mange-Mort qui tentait d'envoyer un maléfice à Lupin. Malheureusement, le sort rata sa cible et frappa George. Cette vie d'agent double n'aura pas été de tout repos, et Severus Rogue sera détesté encore un bon moment après sa mort. Rita Skeeter écrira d'ailleurs des horreurs à son sujet dans son livre intitulé « Rogue, scélérat ou saint ». Et à Poudlard, on ne l'a pas respecté non plus, notre Rogue. Alors qu'il est coutume d'installer le portrait de l'ancien directeur dans le bureau de la direction, afin de rendre hommage à ses services rendus à l'école, eh bien Rogue n'y sera pas installé. Il ne faut pas oublier que Rogue était perçu comme celui qui avait abandonné son poste durant la bataille de Poudlard. Heureusement, Harry insistera lourdement pour que le portrait de Severus Rogue soit installé juste à côté de celui d'Albus Dumbledore. Après tout, ce n'est probablement pas un hasard qu'Harry ait nommé son deuxième fils Albus Severus Potter. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai encore beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses à vous raconter sur Severus Rogue, mais je garde ça pour la prochaine fois.
D'ailleurs, en attendant un autre épisode, dites-moi en commentaire quel est votre passage favori avec notre prince de sang mêlé. N'oubliez pas en partant votre expecto patro-like et le partage de cette vidéo. Plus on est de fous, plus on rit. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, nous sommes plus de 3000 sorciers sur cette chaîne, c'est juste incroyable. Alors je dirais 3000 fois merci. Je ne le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.